Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à jouer à Isfet. Alors Isfet c'est un jeu de la gamme Mythic Battle. Mythic Battle, on a déjà eu Mythic Battle Panthéon, on a déjà eu Mythic Battle Ragnarok, dont je vous invite à aller voir la présentation détaillée sur la chaîne, vous avez le lien en haut de la vidéo. Et là, cette fois-ci, c'est le nouveau Kickstarter qui va sortir très prochainement, ou qui est déjà sorti, tout dépend est-ce que vous regardez cette vidéo. Et là, je vais vous présenter Isfet. Alors attention, parce que tout le matériel que j'ai, c'est évidemment un prototype, étant donné que le jeu est encore en Kickstarter. C'est Monolith qui me l'a envoyé, merci beaucoup à Monolith. Et je vais vous expliquer pas à pas comment apprendre à jouer. L'avantage, c'est que si vous regardez cette vidéo, vous saurez jouer aussi bien à Isfet que Ragnarok que Panthéon. Alors pour ceux qui aiment bien avoir les objectifs dès le début, eh bien l'objectif, comment on va remporter en fait une bataille, donc c'est un jeu qui est compétitif, un adversaire contre un autre, eh bien vous incarnez chacun un dieu et vous avez deux façons de gagner. Première façon de gagner, vous détruisez tout simplement le dieu adverse, auquel cas, fin de la partie, vous avez remporté l'affrontement. Autre façon de gagner, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus pacifistes ou qui veulent justement avoir d'autres opportunités, c'est de jouer avec les Keper. Dès que votre dieu a ingéré 4 Keper, eh bien vous remportez aussi la partie sans avoir besoin de tuer le dieu adverse. Je commence par vous présenter le matériel, donc rappelez-vous encore une fois que ce que j'ai là c'est une version prototype, surtout pour les figurines. Là ce sont des figurines imprimées en 3D, ce que vous recevrez ce sera en plastique beaucoup plus rigide. Donc vous avez une série de 34 figurines finement détaillées et je peux vous dire que, étant habitué à avoir de belles figurines, là on a vraiment des sculptures extrêmement fines, bien représentées et puis qui sont parfaites dans la mythologie égyptienne. Donc ça c'est pour les figurines. Ensuite vous avez bien entendu des dés, puisque ça va être un jeu de dés qui va faire une petite place au hasard. Vous avez les petits jetons de Keper. Ces petits jetons sont là pour représenter eh bien, les Keper justement que vous pouvez récupérer pour gagner la partie. Vous avez une série de jetons de tokens en fonction des missions, en fonction des créatures. Vous avez bien sûr ces fiches qui font la particularité de Mythic Battle. L'avantage, c'est que directement avec une fiche telle que celle-ci, vous allez avoir toutes les informations sur votre dieu, sur votre héros, sur votre monstre, et vous allez pouvoir suivre en fait l'évolution de ses points de vie, parce que au fur et à mesure qu'il va être blessé, on va descendre en fait la petite réglette, et la petite réglette va donner, eh bien, est-ce qu'il marche toujours aussi vite ou pas, est-ce qu'il est toujours aussi fort en combat. Forcément, plus il va prendre de dégâts, plus il va être assez faible. Mais ça c'est bien, parce que ça évite de mettre plein de petits tokens un petit peu partout. Simplement, vous regardez la ligne, et c'est très facile à gérer. Ensuite, vous avez toute une série de cartes. Alors, on va avoir des cartes d'activation, des cartes art de la guerre, vous avez des cartes qui représentent aussi simplement les troupes. Vous avez 18 cartes livre des morts qui vont être utilisées dans les différents scénarios pour vous donner en fait des bonus. Les cartes Jati qui sont des améliorations d'unités, donc vous allez pouvoir la mettre sur n'importe laquelle de vos troupes et cette troupe va gagner eh bien, le talent, le bonus, la règle spéciale qui vient avec le Jati. Les cartes Keper qui, elles, sont récupérées à chaque fois que vous récupérez justement un Keper et qui sont des super jokers, des cartes art de la guerre encore plus puissantes. Je vais commencer par vous expliquer eh bien, les cartes d'unité, parce que c'est un élément très important pour choisir après ses armées, parce qu'en fait les figurines eh bien, appartiennent dans un premier temps à tous les joueurs, et puis il y a un système de draft. Le draft, c'est quand vous choisissez chacun votre tour l'unité qui vous plaît pour jouer avec, ce qui fait que d'une partie sur l'autre, vous jouerez quasiment jamais avec les mêmes unités, hormis si vous avez toujours le même adversaire qui a vraiment des coups de cœur et des styles de jeu qui sont vraiment déterminés, mais le but du jeu c'est quand même de pouvoir choisir comme ça, suivant qui va choisir en premier, eh bien un dieu en particulier, et puis ensuite les unités qui plaisent en fait à la personne. Alors chaque unité va être représentée par une carte, donc vous avez 3 types de cartes, une pour les dieux, vous avez le fond ici qui est doré, une pour les héros, vous avez le fond qui est argenté, et une pour les monstres, vous avez le fond qui est de couleur verte. Les troupes de base, elles, eh bien, n'ont pas de caractéristiques qui vont évoluer. Elles sont simplement représentées par des petites cartes et puis un nombre de figurines. À chaque fois que vous allez perdre une figurine, vous allez perdre un point de vie techniquement sur cette unité. Quand il n'y a plus de figurines, l'unité est détruite. Alors si on prend l'exemple de 7, première chose très importante ici, c'est son coût de recrutement, c'est-à-dire qu'il vaut techniquement 6 points. Vous allez avoir un nombre de points à dépenser
pour le recrutement. Donc c'est cette valeur-là auquel il faut faire attention. Le nombre de cartes ici représentées, c'est le nombre de fois où vous allez avoir des cartes d'action de 7. Donc là, vous allez avoir 4 cartes pour 7. Ça, ce sont ces talents, donc c'est des règles un petit peu spécifiques que vous allez pouvoir retrouver sur différentes unités. Ça, c'est le nombre de cartes art de la guerre qu'on va vous donner, donc c'est-à-dire que pour 7, vous allez gagner 2 cartes art de la guerre. Ensuite, je vous l'ai dit, vous avez ce petit plateau qui va évoluer et qui va déterminer les valeurs en fonction des dommages que vous prenez. Donc là, quand vous avez 9 points de vie, vous êtes à plein potentiel. Donc première chose, c'est le nombre de dés que vous allez lancer en attaque. Ensuite, ça c'est votre défense, je vous expliquerai après en détail. Ça c'est la portée, donc si l'unité fait du tir ou pas, c'est le nombre de cases à laquelle on peut cibler. 0, ça veut dire que vous combattez au corps à corps. Ça c'est le nombre de cases de lesquelles vous pouvez bouger, donc je peux bouger de 2 cases. Ensuite, une case quand je serai affaibli, voire ne plus pouvoir bouger du tout. Et ensuite, ça c'est un petit peu plus particulier, je rentrerai après dans les détails, mais vous avez 2 valeurs. Une valeur à gauche avec un chiffre, c'est ce qui correspond à ce pouvoir-là. Vous voyez là en l'occurrence, 7, ça va être la valeur X, donc avec une attaque de zone à XD, X égale 7, ici ce serait 6, ici ce serait impossible à utiliser, c'est important. Et après, l'icône ici vous dit si vous avez la possibilité d'utiliser 7, ce pouvoir-là. 7, ce pouvoir-là, hein, évidemment avec 7, voilà, vous avez compris. Quand il y a un petit trait, ça veut dire que le pouvoir n'est plus disponible, donc à la fin, vous voyez qu'il ne peut plus bouger et il ne peut plus utiliser aucun de ses pouvoirs. Donc ça va être la même chose pour les monstres et les héros. Vous remarquez aussi que là, vous avez la forme qui est différente. Là, on a un rond. Pour les dieux, c'est un losange. Pour les héros, c'est un carré. Lui ne vient pas avec des cartes art de la guerre, donc vous n'aurez pas en plus. Et puis, toujours pareil, vous avez les stats qui vont évoluer et toujours différents types de pouvoirs. Alors, sur les cartes d'unité, vous allez retrouver les informations. Ça, c'est le nombre de fois où vous allez avoir la carte d'activation qui correspond à l'unité. Là, ici, c'est le nombre de figurines. Donc là, vous aurez 4 figurines de guerrier Ixos. Vous avez toujours le talent, donc ça, c'est une règle spéciale, la valeur de combat, la valeur de défense, la valeur d'attaque à distance et le nombre de déplacements. Et puis, en général, une petite règle spéciale aussi qui vient avec l'unité. Alors en fait, c'est un jeu qui va jouer de 2 jusqu'à 4 et vous avez plusieurs modes de jeu. Vous avez le mode de jeu escarmouche, donc tout simplement, vous n'avez pas de scénario, vous prenez la carte qui vous fait plaisir et puis vous avez un nombre de points de ressources à dépenser suivant le nombre de joueurs. Et puis l'autre mode de jeu, c'est le mode narratif avec le mode aventure, auquel cas vous prenez votre livre de scénario et là vous avez une installation particulière du plateau de jeu, un déploiement particulier et des conditions aussi de victoire qui peuvent changer et c'est ce qui vous permet peut-être de faire comme ça une petite campagne avec vos amis. Alors imaginons qu'on est 2 joueurs, on va jouer en mode escarmouche, donc on tire au hasard le premier joueur, donc je sais pas, le dernier à avoir été en Égypte, celui qui est vraiment une réincarnation d'un dieu, alors ça peut être aussi une bonne façon de déterminer les choses, et vous avez, si vous êtes 2 joueurs, 18 points de ressources. Première chose, le premier joueur va choisir un dieu, on est obligé de commencer par un dieu, donc là, en l'occurrence, dans cette boîte de base, parce qu'il y aura des extensions qui vont sortir, et bien là, tous les dieux coûtent 6 points, donc imaginons le premier joueur va jouer, il va choisir Horus, ensuite le deuxième joueur va choisir par exemple Isis, et ensuite, si vous êtes à plusieurs joueurs, eh bien, un autre va prendre Sobek et puis un autre Seth. Ensuite, en commençant par le dernier joueur à avoir choisi un dieu, donc en l'occurrence, si vous êtes à 2, ça fait le joueur 1 choisit un dieu, le joueur 2 choisit son dieu, et le joueur 2 va enchaîner et sélectionner une unité. Donc, il vous reste sur vos 18 points, si on joue à 2, par exemple, 18 moins 6, 12 points. Donc, je vais dépenser mes points un par un. Donc, je vais choisir vraiment l'unité qui me fait plaisir, tout en sachant que je ne pourrai avoir que une seule autre unité, hormis le dieu, qui vaut 5 points de recrutement ou plus. Donc si vous voulez votre monstre, c'est peut-être le moment de le prendre en premier. Peut-être que si vous avez une unité aussi particulière, c'est aussi le moment de la choisir en premier. C'est tout l'intérêt du draft, c'est de se dire, cette unité m'intéresse, mais est-ce que je dois la prioriser? Est-ce que je dois la prendre vraiment en premier par rapport à l'adversaire? Peut-être que l'adversaire sait que cette unité va marcher très fort avec le dieu que j'ai choisi et il va la contre-drafter et la choisir pour m'empêcher de l'avoir. Pas parce qu'il veut vraiment l'avoir, mais pour m'empêcher de l'avoir. Et tout ce jeu assez subtil, c'est ce qui donne vraiment du charme. Le draft, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup comme mécanique. Alors, les troupes, petite précision, elles, il n'y a pas de points parce qu'elles valent toutes un point de recrutement. Donc à chaque fois que vous prenez une carte de troupe, vous allez décompter un point. Ensuite, l'adversaire va choisir une unité et c'est ainsi de suite. Les Jati, eux, ils vont coûter aussi un point et vous allez les prendre comme amélioration d'unité. Alors attention parce que comme aussi ils sont en nombre limité,
premier arrivé, premier servi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aussi prendre un Jati en particulier. L'adversaire, quand vous avez beaucoup d'expérience, sait qu'en général, il va marcher très fort avec tel type d'unité, va peut-être justement être tenté de prendre cette unité. Donc encore une fois, à vous de jouer malin. Est-ce que vous allez d'abord choisir l'unité, puis lui faire semblant de prendre un Jati ou pas? Vous voyez, il y a pas mal de subtilités. Mais en tout cas, les Jati vont aussi coûter un point et à la fin, il va falloir les affecter à chaque troupe que vous avez. Alors attention, pas les héros, pas les monstres, mais les troupes. Donc forcément, il vous faut des troupes si vous avez des Jati. Donc on continue comme ça au fur et à mesure, chacun son tour. Ce qui peut arriver, c'est qu'un joueur en fait n'a plus d'unité à sélectionner en fonction de comment il a fait sa répartition. Et bien pour chaque point de ressources non dépensé, vous allez gagner une carte art de la guerre. Ces cartes art de la guerre, c'est vraiment des petits bonus, donc elles sont assez sympas et ça va compenser le fait que vous avez techniquement moins d'unités que l'adversaire. Donc voilà, avec mes 18 points, voici le recrutement que j'ai fait. Donc j'ai préparé tout ce qu'il faut. Donc à chaque fois, vous avez votre fiche, le nombre de cartes qui est associé, donc là en l'occurrence 4 cartes, bien sûr la belle figurine qui va avec, les cartes art de la guerre quand c'est marqué ici, et puis après voilà, vous prenez donc les petites unités. Là j'ai affecté en fait ce personnage, le Jati, sur cette unité là, voilà, et puis ben vous avez à chaque fois les unités, les cartes, et puis vérifiez bien s'il n'y a pas des petits icônes encore une fois d'art de la guerre, hein, parce que ça c'est un élément vraiment important dans le recrutement de vos forces. Et si vous posez la question, un Jati, il n'est pas représenté par une figurine, et c'est uniquement une carte. Donc une fois que vous avez choisi eh bien, votre plateau de jeu, vous allez regarder le livret qui va vous dire en mode escarmouche comment vous allez vous déployer. Donc vous avez à chaque fois le plateau, donc là c'est la brèche, avec la mise en place, vous avez deux types de mise en place, A ou B, comme ça sera donné de la variété, et puis le nombre de joueurs, donc vous pouvez jouer à 2, à 3 ou 4, et vous pouvez jouer aussi en mode équipe à 2 contre 2. Donc si vous jouez à 2 contre 2, c'est la même chose que si vous jouiez à 2 tout simplement, puisque les équipes vont se partager. Donc vous avez les zones de déploiement rouge pour le joueur rouge, bleu pour le joueur bleu, les endroits où vous allez mettre les keepers aussi, c'est les petites pierres, donc c'est important parce qu'elles vont changer d'une partie sur l'autre. Quand vous avez un troisième joueur, vous avez les zones vertes qui apparaissent, et un quatrième joueur, vous avez les zones jaunes. Et là, bien évidemment, ça va être forcément beaucoup plus le bazar, mais c'est ce qu'on veut aussi. Et puis vous noterez qu'il y a une bonne répartition des pierres de keeper. Vous avez ensuite les icônes ici qui vous représentent les types de terrain, on va faire ça plus tard, et puis vous allez trouver ça pour les 4 plateaux, la Brèche, le tribunal d'Osiris, Noun et Memphis. Ensuite, vous allez mettre les éléments de jeu en 3D. Donc là, on a des palmiers. Donc dès que vous avez cette zone-là, eh bien, s'il n'y a rien de précisé, c'est le placement classique. Donc vous regardez, c'est une zone qui a 4. Donc la règle, c'est diviser par 2 arrondi au supérieur. Donc là, 4, ça va faire 2. 3, ça va faire 2. Donc là, je vais mettre ici 2 palmiers. On va faire ça pour toutes les zones de forêt. Ça permet eh bien, d'avoir un terrain un peu plus joli. Et puis de se rappeler aussi qu'il y a des règles spéciales qui viennent sur ces éléments-là. Ensuite, dans les ruines, là par contre, c'est un élément. Donc en fait, c'est le rappel visuel, c'est plus esthétique, c'est plus joli. Et puis voilà, vous avez maintenant votre zone de jeu qui est prête à combattre. Et on va commencer par le déploiement. Alors pour le déploiement, c'est très simple, hein. Vous avez donc les zones, donc là on a les 3 zones du joueur bleu, le joueur rouge va avoir ces 3 zones ici. Le principe, c'est qu'en commençant par le premier joueur, on va déployer une unité de troupes. Donc sur chacune des zones, vous avez un petit chiffre, ce chiffre c'est le nombre maximum d'unités et pas de figurines que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si j'ai marqué 3, ça veut dire que je peux mettre 3 unités, et si ces unités font plusieurs figurines, peu importe, c'est pas le nombre de figurines, c'est vraiment le nombre d'unités. Donc je commence, je vais déployer mes momies dans cette zone-là, donc par contre, l'unité doit toujours être groupée. Je peux pas mettre, même s'il y a 5 figurines, des figurines à droite et à gauche. Il faut qu'elles soient vraiment dans cette zone-là. Je vous rappelle que ça va vous présenter vos points de vie. Ensuite, c'est au deuxième joueur, donc là c'est pareil, il va déployer une de ses troupes. Donc là, on imagine ici, voilà. On continue en alternance, donc une autre unité. Alors je peux très bien la remettre ici, hein, même si c'est assez chargé, et vous continuez comme ça en alternance. Vous ne déployez que les troupes, c'est-à-dire que les unités qui sont représentées par une simple carte, pas par le tableau. Et puis les dieux, c'est pareil, il va falloir qu'ils rentrent sur la table. La seule distinction, c'est si, là ce n'est pas le cas, mais on peut imaginer qu'avec les stretch goals, les extensions, si vous jouez avec Ragnarok, ce soit possible. Si
Un des joueurs a choisi un titan au lieu d'un dieu, parce que vous avez deux déités, soit les dieux, soit les titans. Et bien si un des joueurs a pris un titan, l'adversaire a le droit de poser une unité en plus, n'importe laquelle. Et là, ça peut être son dieu. Donc vous voyez, s'il y a un petit équilibre comme ça. Donc après, peu importe la façon dont vous les déployez, on a des zones de jeu, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être vraiment derrière un arbre pour se dire je suis caché dans la forêt. Les arbres sont juste là à un titre indicatif et esthétique, mais à partir du moment où vous êtes à l'intérieur de la zone, eh bien vous êtes considéré comme étant dans la zone avec les palmiers. Alors je me doute que parmi vous, il y en a qui se posent les questions des lignes de vue. Imaginons qu'on a ces archers. Alors est-ce que c'est important de se mettre sur le côté, derrière ou à un autre endroit? Peu importe, quel que soit le placement physique de la figurine. Ce qui compte, c'est la zone dans laquelle elle est. Et pour tracer des lignes de vue, on verra ça tout à l'heure, vous prenez les petits centres des zones. Donc comme ça évite de se prendre un petit peu la tête sur le placement très précisément des figurines. Et on est directement dans le gameplay. Alors volontairement, et histoire de rester concis dans l'explication des règles, je vais passer l'explication de chaque zone de type de jeu. En plus, vous avez une aide de jeu qui est extrêmement bien faite et qui vous aidera dans la partie à identifier chaque zone en fonction de son icône et des effets de jeu qu'elle aura. Pour former votre deck de cartes, c'est-à-dire toutes les cartes avec lesquelles vous allez jouer. Donc vous avez les cartes actions qui ont été données par les unités que vous avez récupérées, plus les cartes art de la guerre. Moi j'en ai eu deux avec deux unités. Donc tout ça, on va le mélanger ensemble et vous allez pouvoir piocher dans ce paquet de cartes-là. Pour démarrer la partie, je vais piocher 3 cartes art de la guerre qui ne sont pas dans mon deck. Donc je les prends dans la réserve générale. Donc je vais toujours commencer avec 3 cartes art de la guerre et je vais venir rajouter 3 autres cartes. Donc peu importe ce que ça va être, je peux avoir des cartes art de la guerre comme je peux avoir des cartes d'unité. Vous voyez, c'est parce que j'ai pas bien mélangé. Donc dans la suite de l'explication, je vais vous expliquer les cartes d'actions, comment vous allez pouvoir agir, quels sont les différents types d'actions que vous pouvez faire avec vos unités. Par contre, je ne vais pas faire de partie évidemment, mais si vous êtes intéressé par une partie, sachez qu'il y aura une partie en live. Alors je ne peux pas encore vous donner la date, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez le programme d'animation et puis vous ne raterez pas ce magnifique live où je vous ferai une partie complète d'Isfet, où je pourrai aussi répondre à vos questions. C'est le bon moment le live pour poser des questions, comme ça je vous réponds en direct, c'est aussi beaucoup plus simple. Alors vous vous rappelez, pour gagner dans une partie de Mythic Battle, il faut soit récolter 4 Keper, soit réussir à tuer la divinité adverse. Donc en attendant, eh bien, vous allez faire plusieurs rounds de jeu. Chaque round de jeu est décomposé en un tour de joueur, et faites attention parce qu'il y a des effets qui ne peuvent être utilisés qu'une fois par round de jeu. Donc vous ne pourrez pas le faire 2 fois. Voilà. Et c'est aussi important quand vous jouez à plusieurs, parce que si vous jouez à 4, eh bien, faudra attendre que les 4 joueurs aient terminé leur tour de jeu pour avoir terminé le round et pour pouvoir réinitialiser en fait ses pouvoirs. Quand c'est à vous de jouer, eh bien tout simplement vous piochez une carte. Donc ça vous offre une opportunité en plus et ce sont les cartes qui vont vous permettre de faire des actions. Donc première chose, eh bien je peux activer une unité dont j'ai la carte. Ça c'est très important parce que si vous n'avez pas la carte d'une unité, par exemple là j'ai pas de carte des momies, eh bien je ne peux pas jouer les momies, même si j'aurais très envie de jouer les momies. Donc je suis limité à Amount, à Serpopar et à Sobek. Donc j'ai envie de jouer une de ces unités, je vais sélectionner la carte d'action et en me défaussant de cette carte-là, je vais pouvoir la jouer. L'autre option qui s'offre à vous, c'est que si vous êtes dans un cas où vous avez envie de temporiser ou les cartes ne vous plaisent pas, eh bien vous avez la possibilité tout simplement de passer, de ne pas faire d'activation et en contrepartie, vous piochez une carte supplémentaire qui va venir vous offrir justement, c'est bien fait, des possibilités supplémentaires. Alors avant de vous expliquer les différentes actions que vous pouvez faire, eh bien je vais vous apprendre que vous avez 2 activations par tour maximum. C'est-à-dire que je peux commencer par activer Sobek, bien sûr si j'ai sa carte, et ensuite je ne peux pas activer 2 fois la même unité, même si j'avais une autre carte de Sobek, je ne pourrais pas la jouer, et je peux décider de jouer une unité supplémentaire, par exemple les Serpopar, auquel cas je dois utiliser une carte art de la guerre. C'est-à-dire que si je n'ai pas non plus de carte art de la guerre et que des cartes d'unité, eh bien je ne vais pas pouvoir aller faire 2 activations de 2 unités. Donc soit une activation normale, soit une autre activation en dépensant une carte art de la guerre, et quoi qu'il arrive, toujours avec 2 unités différentes. Il y a une chose qui est importante aussi, ce sont les manœuvres. Les cartes d'art de la guerre, elles vous servent à payer en fait des manœuvres. Les manœuvres, vous pouvez les faire n'importe quand, même quand l'adversaire est en train de jouer, vous pouvez faire hop, je vais faire une manœuvre. Donc vous défaussez votre carte art de la guerre et les manœuvres, elles sont de 3 types.
première manœuvre, vous défaussez une carte art de la guerre pour piocher directement 2 cartes. Ça peut être bien à votre tour si vraiment vous voulez tenter la chance pour essayer de trouver les momies, parce que vous avez vraiment envie de jouer les momies. Vous pouvez défausser une carte art de la guerre et faire votre manœuvre de pioche où vous allez piocher 2 cartes. Autre possibilité, si vraiment c'est les momies que vous voulez, vous pouvez défausser une carte art de la guerre et aller chercher dans votre paquet de cartes, pas votre défausse, votre paquet de cartes, ce qu'on appelle le deck, une carte en particulier. Donc là, je suis sûr d'avoir les momies. Je les récupère, bien évidemment, je vais remélanger mon paquet de cartes et puis on continue comme ça. Là, l'avantage, c'est que je suis sûr d'avoir la carte que je veux. Par contre, je n'ai pioché qu'une seule carte. Et enfin, la dernière manœuvre que je peux effectuer, là, c'est vraiment un cas particulier, c'est avec des unités qui ont le trait volante. Eh bien, vous pouvez faire une évasion, c'est-à-dire que si on vous attaque au corps à corps, donc avec une portée de 0, vous pouvez dépenser une carte art de la guerre, bien sûr, ce sera pendant le tour de l'adversaire, et dire « je m'envole, tu ne me vois plus, tu ne peux plus m'attaquer », et l'adversaire va être obligé de rediriger son attaque contre une autre cible valide, et s'il n'a pas de cible valide, eh bien, tout simplement, son attaque est perdue. Donc rappelez-vous bien qu'à chaque fois, pour faire une manœuvre, il faut consommer une carte art de la guerre, et vous ne pouvez le faire qu'une fois par round de jeu. Donc une seule fois dans le round de jeu, vous irez chercher la carte que vous voulez, une seule fois vous piocherez 2 cartes, et une seule fois vous ferez une manœuvre d'évasion avec une unité volante. Alors quand votre tour va prendre fin, parce que vous avez décidé soit de passer, soit vous avez fait une activation d'unité puis vous dites ça me suffit, ou soit vous avez fait vos 2 activations et comme vous êtes limité à 2, vous ne pouvez pas aller plus loin, et bien votre tour prend fin. Et à ce moment-là, vous avez encore une dernière possibilité, c'est de défausser encore une fois une carte art de la guerre, vous voyez qu'elles sont très utiles, et vous pouvez faire un rappel de troupes. Rappel de troupes, c'est que vous prenez une unité de troupes qui est sur le plateau ou bien détruite, ou bien pas encore rentrée, et vous la faites venir dans la zone de votre divinité. Donc il faut bien sûr que votre divinité soit déjà sur la zone de jeu, et que la limite de zone, là par exemple de 3, ne soit pas atteinte. Et à ce moment-là, eh bien vous faites un rappel de troupes, ça ne marche qu'avec les troupes, pas avec les monstres, pas avec les héros, et comme ça, vous avez votre pool de défense. Ça ne se fait qu'à la fin du tour, et vous ne pouvez pas par exemple rappeler une troupe et agir avec, parce que c'est vraiment une fois que vous avez fini vos activations. Alors les choses à savoir aussi quand vous faites votre rappel de troupes, c'est que si l'unité porte une pierre, eh bien la pierre reste sur place, et non, ça aurait été trop simple, et qu'ensuite vous allez pouvoir régénérer votre unité, c'est-à-dire que si votre unité est normalement de 4 figurines, et là il vous n'en restait que 2, vous allez pouvoir ressusciter et remettre à plein potentiel votre unité. Donc une chose maintenant qui est importante à noter, c'est que les cartes art de la guerre, qui sont très puissantes, elles peuvent être remplacées à tout moment par les cartes Kefret. Donc ces cartes-là, si vous les avez, ça compte comme une carte art de la guerre. L'autre possibilité, c'est que si jamais vous avez des troupes qui ont été détruites, eh bien les cartes d'activation restent dans votre paquet, et 2 cartes d'activation de troupes qui ont été détruites vous permettent de remplacer une carte art de la guerre. Donc une fois que vous avez joué votre carte d'activation de l'unité, vous avez le droit de faire avec elle des actions. Alors, il y a 2 types d'actions, il y a les actions simples et les actions complexes. Vous avez le droit de faire jusqu'à 2 actions simples ou alors une action complexe, mais pas une action complexe plus une action simple, hein, je vous ai vu venir. Donc, je vais vous détailler les actions par type, c'est-à-dire que vous avez les actions qui sont là pour faire bouger, manœuvrer les unités, vous avez les actions qui sont là en rapport avec les pierres divines, et vous avez une autre catégorie d'actions qu'on va regarder en dernier, qui sont bien sûr les attaques. Alors bien sûr, l'une des choses que vous allez faire le plus souvent, c'est le déploiement. Donc je joue la carte par exemple de ma divinité, elle n'est pas sur le jeu, donc je vais la faire rentrer sur le jeu, sur une de mes zones de déploiement. On se rappelle que le scénario m'a dit que c'était celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je regarde la limite de zone, donc là je me rappelle que c'est 3, donc je pourrais le mettre ici si j'ai envie. Ici 3 c'est bon, ici 3 c'est bon aussi, donc je vais faire arriver ma divinité. Attention, parce que ceci est une action complexe, c'est-à-dire que ça va me prendre l'ensemble de mes actions disponibles, et je ne pourrai en faire qu'une seule. Ensuite, vous avez l'action de marche, donc ça c'est très simple, ça vous permet de vous déplacer, vous regardez votre valeur actuelle pour les unités de type monstre, dieu ou héros, parce que évidemment ça va évoluer au fur et à mesure des blessures. Donc là, si je prends l'exemple de Cléopâtre, elle a 2, c'est-à-dire que je peux la déplacer de 2 cases. Si je regarde sur une unité, et si je reprends par exemple les serpopards, eux aussi ont 2. 2 c'est une valeur assez classique, des unités peut-être un peu plus rapides vont aller jusqu'à 3, mais les unités plus lentes, typiquement des momies, elles ne vont bouger que de 1 case. À chaque fois que je bouge, il faut que je regarde sur le plateau si je peux effectivement traverser
c'est la ligne en fait qui est représentée. Donc dès que vous avez une ligne rouge, ça va être infranchissable. Il faut regarder aussi le type de terrain, parce qu'il y a des terrains qui sont inaccessibles à certains types d'unités. Donc ça, je rentre pas dans les détails, vous verrez bien en fonction de la description des unités. Vous avez un petit icône ici, hein, par exemple, pour vous dire là c'est une unité de tel type. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut déplacer l'ensemble des figurines de l'unité. Donc si j'ai envie de déplacer mes Serpoparts, eh bien ils peuvent bouger de 2, donc je peux faire 1 et 2. Les choses à tenir en compte, c'est que si jamais vous rentrez dans une case où il y a un adversaire, donc on imagine qu'ici j'ai un adversaire, dès que je rentre dans cette case-là, mon mouvement s'arrête. On ne peut pas traverser les adversaires. Ça vous permet aussi de créer des lignes comme ça, un petit peu de protection vers votre divinité ou vers justement aussi les pierres. Autre type d'action maintenant, c'est la course. La course, c'est faire une marche avec plus d'un mouvement. Bien sûr, c'est une action complexe. Comme vous ne pouvez pas faire plusieurs fois la même action, donc je ne peux pas faire 2 fois marche, si je veux vraiment aller plus loin, eh bien je vais sacrifier une autre de mes actions pour faire une action complexe. Au lieu de faire 2 actions simples, je fais une action complexe et c'est la marche, enfin c'est la course. Donc course, c'est le mouvement 1, 2, plus 1. Donc je vais aller par exemple ici, avec l'ensemble de mon unité. Une autre action complexe, c'est l'ascension. Si vous êtes adjacent à une zone de rocher, donc c'est l'icône rouge, eh bien vous pouvez dépenser une action complexe pour venir faire une ascension et venir sur cette zone-là. Ça va vous donner des bonus pour ce qui est de la défense et des attaques. Donc une autre possibilité vraiment très puissante, ce sont avec les unités volantes qui peuvent faire un vol rapide. Là, celle-ci a un mouvement de 3, donc je peux me déplacer 1, 2, 3. Mais là, si je fais vol rapide, c'est une action complexe. Je vais gagner plus 1 à mon déplacement et je vais pouvoir ignorer totalement les cases que je survole. Donc on peut imaginer que je peux passer à travers des éléments qui normalement devraient m'arrêter et aussi à travers les unités ennemies pour aller vraiment derrière. Et ça me permet, vous voyez, d'avoir une très grande mobilité et de peut-être venir menacer directement une divinité. Donc voilà, on a vu toutes les facultés de mouvement, donc vous pouvez vous déployer, c'est une action complexe, donc vous ne ferez que ça du tour. Vous pouvez bouger, vous ferez une autre action simple. Vous pouvez courir, vous aurez plus 1, mais ce sera aussi une action complexe. Vous pouvez faire une escalade, c'est aussi une action complexe, vous ne ferez que ça. Et ensuite, dernièrement, uniquement avec les unités vol, vous pouvez faire un vol rapide, c'est très puissant, mais là aussi, vous ne ferez que cette action, car c'est une action complexe. Alors on a vu les actions de mouvement, maintenant on va voir les actions qui sont en rapport avec les pierres divines, c'est extrêmement important parce que je vous rappelle que c'est comme ça que vous gagnez la partie. Si vous avez 4 pierres divines qui ont été absorbées par votre dieu, vous gagnez la partie. Alors, première chose, eh bien, vous pouvez utiliser une de vos unités pour faire une action simple qui est de ramasser une pierre. Alors il faut que cette pierre soit libre, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas déjà portée par une autre unité. Une unité ne peut porter qu'une seule pierre, même s'il y a plusieurs figurines, ils se mettent à plusieurs pour porter cette pierre divine. Alors vous la mettez sur le socle, et puis après, comme c'est une action simple, vous avez encore une autre possibilité. Donc si j'ai activé mes Serpoparts, première action simple, je fais ramassage, deuxième action simple, déplacement, et je vais faire 1, 2, bien sûr, je l'emmène avec moi, et je peux l'apporter comme ça à ma divinité, et on imagine que si au prochain tour je peux activer ma divinité, eh bien elle va pouvoir l'absorber. À noter aussi qu'on peut lâcher une pierre au cours de son mouvement, c'est-à-dire que lors d'une action précédente, j'ai ramassé la pierre divine, je vais faire ma première action, ça va être action simple de mouvement, une case, 2 cases, mais lors du mouvement, je laisse tomber la pierre, j'ai le droit, ça ne coûte pas d'action, c'est gratuit, et je la laisse tomber à un endroit. Donc ça peut être pour la ramasser avec une autre unité, pour pouvoir aller par exemple la rapporter, d'autres unités voler en avant, enfin il y a vraiment plein de stratégies, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut le faire quand on veut, durant son déplacement. Donc c'est là où vous commencez à voir qu'il y a quand même beaucoup de stratégies parce qu'on peut avoir des unités qui vont être très rapides, donc qui vont être spécialisées pour aller récolter les pierres, pour les ramener peut-être à d'autres unités qui vont endurer un petit peu plus et les protéger, un peu comme des gardiens de but. Il y a vraiment beaucoup de styles de jeu qui se prêtent suivant le type d'unité. Vous pouvez aussi laisser tomber les pierres et puis aller taper le dieu adverse, donc ça vous donne pas mal de polyvalence dans vos parties et pas mal de styles de jeu assez différents. Et donc enfin l'action d'assimilation, donc ça c'est une action complexe, c'est-à-dire que votre dieu ne va faire que ça de son tour, il va directement, s'il est à côté d'une pierre, donc qu'elle soit sur le sol ou portée par une unité amie. Si c'est l'unité amie qui la porte et qui sont dans la même zone, il peut totalement l'assimiler. L'assimiler, ça veut dire la prendre et la mettre directement sur votre plateau. Et à partir de ce moment-là, la pierre ne peut plus jamais être récupérée par l'adversaire. Et oui, parce que tant qu'une pierre n'a pas été assimilée par un dieu, si jamais l'adversaire tue l'unité qui est en train de la porter, eh bien la pierre tombe à l'endroit justement où la dernière unité vient de mourir, ce qui libère la pierre et permet de pouvoir venir la récupérer.
Alors bien sûr, vous êtes là pour en déco, donc vous avez envie qu'on parle des actions d'attaque. Alors l'action d'attaquer, c'est une action simple, donc vous pouvez typiquement faire un mouvement plus une attaque, ou une attaque et un mouvement, et puis vous allez résoudre une attaque en fonction d'une cible. Donc vous choisissez, si par exemple il y a plusieurs unités ennemies, vous allez choisir celle que vous avez envie d'attaquer. Là en l'occurrence, j'ai choisi que Amount va attaquer Petsuchos, donc je regarde en fonction de sa valeur actuelle le nombre de dés d'attaque. Là 7, je prends 7 merveilleux et magnifiques dés. Je jette directement les dés, il n'y a pas à regarder beaucoup plus loin. Première chose, c'est tout de suite, vous regardez les dés qui ont fait un résultat vierge, ceux-là sont directement retirés, on n'en parle plus. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des résultats. Là, simplement, il suffit de compter le nombre d'épées. Donc là, ça fait un 4, là, ça fait du 2, là, ça fait du 3. Ces deux-là donnent 1, et là, donnent un 3 aussi. À quoi je compare ça? Je compare ça par rapport à la défense de l'adversaire. Là, en l'occurrence, il a une défense de 5, donc pour réussir à lui mettre des blessures, il faut que j'atteigne le score de 5. Alors j'ai plusieurs possibilités. Déjà, avec un peu de chance, on peut imaginer que je peux faire un 5 naturel sur un dé, donc ça c'est bien. Maintenant, là ce n'est pas le cas, donc ce que je peux faire, c'est prendre le dé qui a fait 4 et venir rajouter n'importe quel dé avec de n'importe quelle valeur, donc que ce soit 1, 2, 3 ou même un autre 4, et n'importe quel dé que je vais sacrifier, je vais l'ajouter ici et il va augmenter de 1. Pas de sa valeur, mais de 1. Donc là, en l'occurrence, je suis à 5, donc je vais pouvoir faire une touche. Ensuite, ce que j'ai comme autre possibilité, là j'ai un 3, je vais pouvoir rajouter 2 autres dés, ceux-ci, pour aller justement à 5. Et ici, là il me reste un dé à 3, je ne peux rien en faire. Alors voilà, pas d'autres possibilités. Maintenant, ce qui peut arriver aussi, c'est que d'autres adversaires peuvent avoir une défense beaucoup plus élevée. On regarde que si c'est le contraire, que si c'est Petsuchos qui attaque Amount, on va le faire, je n'ai que 6 dés d'attaque, je lance mes 6 dés. Alors est-ce que je vais avoir un peu plus de chance? Toujours pas, j'ai ce dé qui s'enlève. Là on est dur parce qu'on est assez loin, donc vous voyez, j'ai 3, plus 1, donc ça fait 2, enfin ça fait 3, 4, et 1, 5, voilà. J'ai réussi à faire 5, même si je viens rajouter celui-ci, ça fait 6, ça ne marche toujours pas. Maintenant, il y a une règle très importante, c'est que dès que vous avez atteint la valeur de 5, vous avez le droit à une relance. Donc, ce dé-là, je le garde pour l'instant de côté. Ici, j'ai 3, 4, 5. Ça s'efface, ça se transforme en un dé de valeur 5, je relance un seul dé et je viens additionner sa valeur. Donc là, 5 plus 4, j'arrive à 9. Je pourrais aussi consommer encore celui-ci pour arriver à 10 et comme ça, vous pouvez atteindre des valeurs très élevées. Attention, ne soyez pas trop gourmand parce qu'un dé qui va faire un résultat vierge, eh bien, il ne va pas compter. Même si auparavant, il avait fait 5, sa valeur passe à 0. Parce qu'on peut très bien imaginer que vous avez, comme dans le cas de figure ici, un dé qui fait 5, un dé de réserve de côté, des dés suffisants pour faire une relance. Je refais ma relance en me disant c'est pas grave parce qu'au pire, je vais pouvoir toujours additionner. Le problème, c'est que vous faites une phase vierge avec votre relance et toute cette attaque est défaussée. Et vous vous retrouvez avec un malheureux petit 1 qui ne va pas réussir à percer la défense adverse. Et ensuite, pour chaque blessure que j'ai réussi à faire, donc c'est à chaque fois que j'ai réussi à égaler le résultat de 5, je viens dégrader la valeur du nombre de blessures. Donc là, j'ai fait 2 blessures, donc 1 cran, 2 crans. Et on voit que maintenant, la défense a changé, sa valeur de déplacement est plus faible, et puis les caractéristiques ici ont pu évoluer. Par contre, faites bien attention que c'est en une seule fois, donc vous ne faites pas séquentiellement, une fois j'ai fait 5, je descends, ah je suis arrivé à 4, et bien écoute 4 ça marche. Non, c'est vraiment, vous comptez les blessures une fois que l'attaque est complètement résolue. Donc là, il s'agissait des attaques au corps à corps. Les attaques au corps à corps qui ont une portée de 0, il faut bien sûr être dans la même zone. Sauf si la zone est complètement remplie. Là, par exemple, on a une limite de 3. J'ai 1, 2, 3 unités, donc je ne peux pas rentrer dedans. Par contre, comme elle est très chargée, eh bien, je peux taper en étant adjacent. Donc là, ici, mon dieu va pouvoir attaquer une des unités adverses, où qu'elle soit dans cette zone-là, étant donné que je ne peux pas rentrer dans cette zone-là. Donc maintenant, on va voir l'action de tirer. Donc bien sûr, pour pouvoir tirer, il faut que vous ayez une valeur plus grande que 0 ici. C'est-à-dire que là, je peux tirer avec mes chasseuses jusqu'à 2 cases. Donc on compte. Je suis ici, 1, 2 cases, par exemple. Et je vais lancer autant de dés que la valeur d'attaque. Donc je vais pouvoir lancer 3 dés. Alors pour vérifier si une unité peut cibler une autre, à savoir est-ce qu'il y a une ligne de vue, eh bien vous ne vous prenez pas la tête à regarder par les yeux de la figurine, c'est beaucoup plus simple. Vous tracez tout simplement un trait qui part du point de la zone à la zone cible. Donc là ici, je vais faire un trait
qui fait ceci. Donc là, pas de souci. Par contre, si je veux cibler ici, vous voyez, on a l'impression que du coup, je vais pouvoir, étant donné que je vois bien le crocodile. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce que le point cible est ici. Si je trace une ligne, je vais passer par cette zone-là. Et cette zone-là, peu importe là encore une fois où sont les arbres, étant donné que les forêts cachent les lignes de vue, je ne peux pas traverser, je ne peux pas tirer à travers. Je pourrais tirer dedans, mais je ne peux pas tirer à travers. C'est exactement la même chose s'il y a une unité. À partir du moment où il y a une unité qui est dans une zone, cette zone est considérée comme un obstacle et on ne peut pas tracer de ligne de vue à travers. Donc faites attention parce que vous voyez, dans cette position-là, mes archères ici, elles peuvent tirer ici, pas de souci, ici, pas de souci, là, oui, mais attention, elles ne vont pas pouvoir tirer plus loin parce que ici, cette zone-là, elle est cachée, cette zone-là ici, elle est cachée, là, ici, c'est caché et ainsi de suite. Donc une fois que votre tir est valide, eh bien, vous refaites la même séquence qu'au corps à corps, donc je ne vous la réexplique pas. Dès que vous avez égalé la défense de l'adversaire, vous lui faites perdre un point de vie, toujours la même mécanique. Dès que vous avez un 5, vous pouvez faire une relance. Attention à ne pas faire de résultat vierge. Après, je vous rappelle que si votre cible est une unité de troupe, donc qui n'est pas représentée par un grand plateau mais par des petites cartes, à chaque dommage que vous allez avoir, donc chaque blessure, chaque fois qu'on aura un pool de dés qui fera 5 ou plus, eh bien, je vais retirer une figurine et c'est les points de vie de mon unité. Dès que je n'ai plus de figurines dans l'unité, mon unité va être détruite. Donc là, on a vu l'action simple de combat. Maintenant, il y a l'action complexe d'attaque en vol. Donc là, il faut bien sûr que votre unité ait le trait vol, auquel cas elle peut réaliser l'attaque complexe. Donc on imagine qu'elle s'envole au-dessus du champ de bataille. L'avantage, elle va gagner +1 à sa portée, donc tirer plus loin, et elle va ignorer aussi les obstacles, donc c'est-à-dire qu'elle va pouvoir tirer à travers la forêt, à travers les troupes adverses et atteindre une case plus loin. Par contre, c'est une action complexe. Donc maintenant, quelques subtilités. Quand vous êtes la cible d'une attaque à portée 0, c'est-à-dire que vous êtes au corps à corps, on vous attaque, si une fois que l'attaque est terminée, vous êtes encore en vie, il faut survivre, et que vous avez dans votre main une carte d'activation de l'unité qui vient de se faire attaquer, vous pouvez contre-attaquer. Contre-attaquer, vous défaussez votre carte, donc ce n'est pas votre tour de jeu, c'est-à-dire que l'adversaire peut être à l'activation encore de son unité, c'est-à-dire qu'il pensait peut-être faire un mouvement derrière, et vous allez faire une attaque en dépensant votre carte d'activation, et peut-être mettre fin à la vie de l'unité et mettre fin au plan de l'adversaire. Après, les règles de contre-attaque, c'est exactement la même chose, il faut juste que ce soit une attaque à portée 0 et que vous n'ayez pas fait de contre-attaque lors de ce tour déjà. On peut faire qu'une seule contre-attaque par tour. Alors dernière chose, certaines unités ont une capacité qui est l'attaque de zone. L'attaque de zone, comme son nom l'indique, elle n'attaque pas une unité en particulier, mais elle attaque une zone. Et dans cette zone, vous allez faire une attaque contre chacune des unités qui sont à l'intérieur. Et quand je dis chacune, ça veut aussi dire vos propres unités. Donc si on est vraiment sur une zone très populeuse où il y a beaucoup de monde et vous avez vos propres unités, faites attention. Alors après, ça peut valoir le coup de peut-être sacrifier une unité en se disant c'est pas grave, elle a une bonne défense, ou alors c'est pas grave, son sacrifice me permettra de faire beaucoup de dommages à l'adversaire. Et vous allez faire une attaque contre chacune des unités de ces zones. À chaque fois, vous lancez les dés séparément, et si jamais une de vos propres unités est prise dans cette zone-là, eh bien c'est l'adversaire qui va se faire un malin plaisir de jeter les dés. Et voilà, hein, vous savez jouer, hein, c'est ça la beauté de Mythic Battle, c'est que les règles sont assez élégantes, assez simples, et vous permettent vraiment de rentrer directement dans le jeu. Donc après, je ne vous ai pas détaillé tous les traits spécifiques, parce que ce serait simplement un listing, et puis vous avez les aides de jeu qui vont vous permettre de les résoudre. Vous avez les attaques particulières, donc là c'est pareil, il suffit de lire sur la fiche de l'unité pour savoir quelle est sa particularité, et ainsi de suite. Donc voilà. Après, vous avez aussi le mode de jeu scénario. Donc ce mode de jeu est plutôt réservé une fois que vous avez l'habitude, parce qu'il y aura des règles un petit peu spéciales, forcément un déploiement très spécifique. C'est là aussi souvent on va utiliser beaucoup de petits jetons, et puis vous pouvez les faire peut-être en mode un peu campagne si vous avez envie, ou les jouer en mode tournoi avec un adversaire, regardez qui gagne le plus de scénarios. Mais en tout cas, vous avez une très bonne durée de vie parce que là, vous avez tout le côté narratif qui va prendre un peu le pas sur l'escarmouche et on ne sait jamais ce qui va se passer, ça change des parties habituelles et puis ça vous donne une grande rejouabilité pour le jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous avez donné envie d'aller voir le Kickstarter 10 Fêtes qui est actuellement en cours, ça dépend bien sûr de quand vous regardez la vidéo. En tout cas, merci encore à Monolith de m'avoir envoyé ce prototype. Je vous rappelle que les figurines sont des prototypes, le matériel de jeu n'est pas définitif, c'est parce que vous allez recevoir, mais en tout cas, vous pouvez aller sur la page du Kickstarter, vous avez le lien dans la description, comme ça, vous pouvez vous dire est-ce que je me laisse tenter ou pas. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous ai fait aussi une vidéo de présentation du matériel complet de Ragnarok, Mythic Battle Ragnarok, parce que tous les jeux
Mythic Battle, qui sont de cette famille-là, sont compatibles. Donc vous pouvez tout à fait faire affronter Thor et Horus ensemble. Allez, baston! Merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, même si vous êtes très généreux, un petit coup de Tipeee pour aider la chaîne. Et puis, on se retrouve sur une prochaine vidéo et sur le live où on fera une bataille. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la date à laquelle elle va être faite, tout simplement. Merci à vous et à bientôt. Salut à tous!